Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on accueille un libraire d'un soir un peu particulier parce que pour la deuxième fois c'est vraiment un libraire. C'est un libraire, donc je pense que vous le connaissez tous, peut-être pas physiquement mais en tout cas au moins de réputation, la librairie Ptix à Ixelles. Je ne sais pas si on prononce Ixelles. Ixelles, oui, comme Bruxelles, mais voilà. Là le X se prononce vraiment qu'on soit en Belgique ou en France. Donc il y a une librairie qui est très impressionnante, qui s'est créée il y a à peu près 5 ans, donc presque en même temps que Caribe. Comme tu le disais, effectivement, avec des moyens différents, mais avec un état d'esprit qui est assez proche. En fait. Et depuis, nous on suit avec beaucoup d'admiration et beaucoup de plaisir en fait, tout ce que fait Ptix. Donc là on va avoir un échantillon selon la règle du jeu du libraire invité, donc de textes qui plaisent tout particulièrement à Emmanuel Roquette, qui nous dira pourquoi. Et je mentionne au passage, parce que je pense que vous le savez tous, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, celles et ceux qui ne le sauraient pas, qu'Emmanuel est également éditeur. Et donc, Vie parallèle, donc il y en a quelques échantillons en fait, qui sont là ce soir, très peu par rapport à l'ensemble du catalogue, mais vous verrez que c'est des choses qui sont magnifiques. Et si vous ne les connaissez pas déjà, on vous en redira un mot tout à l'heure, mais n'hésitez pas, une fois que vous aurez pris chacun des 7 livres proposés par Emmanuel, à compléter avec quelques autres ouvrages. Voilà. Bon ben bonjour, hein. Ça fait un peu bizarre pour moi d'être ici ce soir, d'être un peu le libraire qui vient vendre dans une autre librairie. C'est vrai que Caribe s'était fondé quasiment en même temps et c'était assez particulier de voir deux projets qui étaient très atypiques dans le milieu de la librairie se créer sur des constats qui étaient les mêmes, c'est-à-dire une librairie qui devenait un peu atone. On avait l'impression qu'on voyait les mêmes livres un peu partout, posés comme ça sur les étalages, sans véritablement qu'il y ait d'esprit derrière, ni de démarche véritablement volontaire. Et donc c'était particulièrement intéressant, et je pense en tout cas motivant pour moi, de voir qu'autre part, il y avait un peu le même état d'esprit qui pouvait germer. Alors quand Hugues m'a gentiment demandé de venir vendre à l'extérieur, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je vais proposer comme livre? Plutôt proposer des livres que tout le monde connaissait peut-être un peu, plus ou moins, peut-être en prendre des moins connus. J'avais oublié quand même de vérifier la taille des livres que j'allais proposer, et c'est vrai qu'ils sont plutôt consistants. Alors je ne sais pas par lesquels je vais commencer. Peut-être par le premier, le seul français en fait, qui est édité chez PEL, qui s'appelle La traversée de la France à la nage de Pierre Patrolin, qui est un livre qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant, quelque chose du genre. Alors c'est un livre en fait, c'était son premier roman, d'après mes souvenirs, oui c'est ça, c'est son premier roman. Et en fait tout est dans le titre. Alors c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'acheter et le lire attentivement, mais la traversée de la France à la nage, c'est vraiment de ça dont il s'agit. La traversée de la France à la nage. C'est un gars qui veut faire une chose, c'est, comme le dit le titre, traverser son pays, la France, à la nage, en partant d'une source en suivant les fleuves, tout simplement, les rivières, les torrents qu'il découvre. Alors c'est une véritable aventure, parce qu'on se dit que traverser la France à la nage, bon déjà ça paraît complètement barré, c'est complètement impossible. Et c'est justement cette impossibilité-là qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'il va, en traversant la France à la nage, il doit passer d'un torrent à une rivière, à un fleuve, donc il doit parfois gravir vers l'amont, parfois vers l'aval. Il doit franchir des barrages, puisque les rivières françaises, elles sont pas uniquement utiles aux poissons, elles sont aussi utiles à fabriquer de l'électricité. Et donc tout ce projet qui est à la fois impossible, mais qui paraît merveilleux, va se confronter à la réalité de ce qui est devenu finalement cette France et ces cours d'eau. Et donc il va la franchir, on va le suivre presque au jour le jour. C'est en fait extrêmement factuel, il n'y a pas d'atermoiement, on n'est jamais dans une prise de conscience ou dans une réflexion par rapport à ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il ne se pose jamais la question pourquoi je le fais, on ne se pose même pas nous-mêmes la question,
le point de départ est là, il traverse la France à la nage, point barre. Ça nous paraît au départ complètement bizarre, complètement farfelu, et puis on l'oublie. La seule chose qui compte, c'est cette aventure, cette traversée, avec pour seul compagnon, pendant tout le trajet, un baluchon. Alors c'est vraiment un compagnon, ça peut sembler un peu surfait, un peu métaphorique, mais c'est vraiment ça, on commence, au fur et à mesure du livre, on a presque une réaction affectueuse à ce baluchon, comme lui d'ailleurs l'entretient. Il y a des moments où il le lâche, où il le lâche dans le cours d'eau, on le voit véritablement prendre de l'avance sur lui, il le rattrape, il le reprend. Donc il y a vraiment une réaction affective à ça qui est très très belle. Et puis alors des aventures, il y a un moment la France gèle, enfin les rivières gèlent, donc il doit interrompre sa traversée. Et là, il y a un moment d'amour, où il va vivre une histoire d'amour avec une femme. Est-ce qu'elle sera sans lendemain ou pas, ça je vous le laisse découvrir. Mais on est vraiment dans cette aventure jusqu'au bout, ultra factuelle, et on est pris par cette langue, par ce flux. C'est vraiment une aventure par le flux, et qui se déroule, et ça c'est très très juste et très très beau, au fil de l'eau. Qu'est-ce qui se passe quand, au lieu de découvrir un paysage par ses berges, par ses vallées, quand on le découvre toujours au fil de l'eau? On a vraiment l'impression d'être dans cette eau, de voir la berge mais vue d'en bas, de voir une centrale électrique mais vue d'en bas. Donc c'est quelque chose de très très particulier, on a l'impression de voir quelque chose comme on ne pourrait jamais le voir autrement. Donc c'est un livre dont le titre est un véritable programme et qui garde toutes ces promesses tout au long. Il avait également écrit un livre, je pense que c'était celui d'après, qui nous rappelle douloureusement l'actualité, qui s'appelait La montée des cendres, et qui était un livre qui se déroulait à Paris pendant la montée des eaux de la Seine. Et donc au fur et à mesure où là aussi le titre était programme, puisque la montée descend, donc c'était la montée, descendre les cendres, hein, donc ce qu'il reste quand on a brûlé quelque chose. Et donc l'obsession du héros, c'était de faire du feu à Paris. Et comment faire du feu à Paris? Déjà, c'est pas évident, puisqu'il faut trouver du bois. Trouver du bois dans Paris, c'est pas simple. Et trouver du bois à Paris quand il a plu à Paris, il faut qu'il soit sec, c'est encore plus compliqué. Donc il y avait cette conjonction, enfin cette confrontation plutôt entre la montée des eaux, la pluie qui prend tout, l'inondation, et puis ce désir de cette personne de faire du feu. Donc voilà, c'est un écrivain très très particulier qui, je trouve, est un des plus intéressants actuellement dans la littérature française. Et voilà, donc à découvrir si vous ne le connaissez pas. Avec La traversée de la France à la nage, tous ces autres titres sont bons. Il en a 2 autres, je pense, ou 3 autres, qui sont vraiment excellents, mais La traversée de la France, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Alors, je ne sais pas par lequel continuer. Peut-être par Browning. Alors, Robert Browning, je ne sais pas qui connaît Robert Browning ici. Je le connais tout de toute façon, celui-là, Luc évidemment. Moi, ça m'a vraiment... ça, c'est un livre que je ne connaissais pas avant d'ouvrir la librairie. Alors déjà, quand je ne connais pas un livre avant d'ouvrir la librairie, c'est quelque chose d'un peu frustrant, d'un peu gênant comme ça. Et une fois que je l'ai lu, je me suis vraiment... Il y a vraiment des mystères comme ça. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et on se demande pourquoi il n'est pas plus connu. Parce que c'est un livre qui est d'une modernité, enfin pas d'une modernité, mais ultra contemporain dans sa conception, dans sa forme, dans sa beauté aussi. Alors c'est quoi le point d'ancrage? Le point d'ancrage, c'est un procès qui a eu lieu à Rome. Alors moi, les dates et les noms, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'était en 1698. Et c'est un procès qui, à l'époque, donc qui est un fait réel, c'est un procès qui avait défrayé la chronique. Pour le dire en gros, c'était une histoire de meurtre, c'est-à-dire qu'un noble romain avait pris pour épouse une jeune fille qui avait à l'époque du mariage une quinzaine d'années. Le mariage avait été contracté comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire que c'était les parents qui avaient proposé le mariage à ce noble. Les parents étaient assez fortunés, le noble ne l'était pas, donc le noble apportait son nom, la jeune fille apportait sa richesse, par l'entremise des parents.
le mariage ne va pas très bien se passer dès le départ. Je ne vais pas trop en dire non plus sur le procès, même si l'enjeu du livre ne se fait pas là. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir presque une répudiation, quelque part, ou une pseudo-répudiation. Il y aura un premier procès, au cours duquel on va décréter que la femme doit s'écarter de son mari. Ce qui va se passer, suite à cet écart, le mari va suspecter que sa femme, qui reste toujours sa femme, a une relation avec un jeune homme qui est prêtre. Suite à cela, pour faire plus simple sans trop en dire, la femme va tomber enceinte, elle va donner le jour à un enfant, et dans les 2 ou 3 jours qui vont suivre, le mari va se repointer au domicile de son épouse, qui s'appelle Pompilia. Il va l'assassiner, ainsi que les 2 parents de son épouse. Alors, c'est vraiment un procès qui a complètement défrayé la chronique à l'époque. Il y a eu des comptes rendus de ce procès, des minutes qui vont paraître à Rome et à Florence. Et Robert Browning, donc à la fin du 19e siècle, va tomber avec sa femme, qui est une très grande poétesse, peut-être la connaissez-vous, c'est une des plus belles expressions du sonnet. Si vous aimez les sonnets en poésie, il faut lire ça, la poésie de Browning, c'est absolument magnifique. Et donc avec sa femme, il va tomber sur les minutes de ce procès dans une petite librairie à Florence, et il va trouver ce fait absolument incroyable. Et ce qu'il va faire, il va décider d'écrire en vers un immense livre. C'est vraiment immense. Alors ici, c'est vraiment immense parce qu'en plus de ça, c'est bilingue. Hein, c'est vraiment l'anglais en regard du français. Et dans ce livre, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Eh bien, il va essayer par le menu, de se plonger dans ce procès, en donnant la parole, en imaginant la parole de chacun des protagonistes. On aura le peuple de Rome qui est favorable au mari, on aura le peuple de Rome qui est favorable à la femme. Les questions, c'est est-ce qu'un noble peut tuer sa femme si celle-ci, il pense qu'elle a été infidèle? Il y en a qui pensent que oui, bien entendu, d'autres qui pensent que non, le mari doit être condamné. Il va donner la parole au juge, il va donner la parole à Pompilia, donc la femme, qui à l'époque, elle n'est pas morte tout de suite suite au meurtre, elle va mourir quelques jours après, donc il va donner la parole à la femme, il va donner la parole donc au juge, également au meurtrier, et il va donner la parole aussi au pape. Ce qu'il va faire, c'est que petit à petit, au fur et à mesure où on lit ce livre, on va se retrouver petit à petit avec de plus en plus de moyens pour comprendre l'ensemble. Donc déjà, ça c'est très moderne, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas nécessairement avant. Cette manière d'agencer le récit. Une autre chose qui est très très particulière, c'est que la question fondamentale qu'il pose, c'est quoi le réel? On a une situation au départ qui est très très concrète, où il y a des minutes de procès, il y a eu un procès, il y a eu même plusieurs procès, il y a eu plusieurs comptes rendus de ce procès, mais la question c'est est-ce qu'en lisant toutes ces minutes, est-ce qu'on a véritablement une compréhension complète de ce qui s'est passé? Et ce dont on se rend compte en le lisant, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie des prises de parole de chacun de ces personnages pour comprendre l'ensemble. Et cette prise de parole, forcément, elle est impossible. Les personnes sont mortes. Les personnes n'avaient pas accès à l'écriture. Pompilia, par exemple, ne sait pas écrire. Et donc, pour comprendre l'ensemble, on a besoin de quoi? On a besoin de la poésie, tout simplement. Sans ça, sur un fait extrêmement concret et extrêmement documenté comme ce procès de la fin du XVIIe siècle, on ne sait rien comprendre. Et ça, c'est un questionnement qui est extraordinairement moderne encore actuellement. C'est quelque chose de totalement contemporain. Et en plus de ça, il y a une écriture qui est absolument somptueuse, quoi. Et là, vraiment, pour l'éditeur qui est Le Bruit du Temps, qui est un superbe éditeur, avoir vraiment mis l'anglais en regard du français, ça permet vraiment de goûter cette langue. Ce qu'il y a aussi de très particulier, et ça se trouve assez rarement en général dans la littérature, c'est qu'il y a une très longue préface, il y a une postface aussi, je ne sais plus très bien, je pense que c'est dans la préface,
c'est que le traducteur, il y a une forme de modestie du traducteur, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai mis vraiment les textes en regard parce qu'il y a des choses desquelles je ne suis absolument pas sûr. Et je voulais donner, pour des traductrices, c'est toujours intéressant de dire ça, je voulais vraiment donner à ceux qui peuvent maîtriser les deux langues de voir là où effectivement je pouvais pêcher ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez neuf aussi. Voilà, Robert Browning, l'anneau et le livre. Alors, ensuite, un plus moderne, qui vient de sortir, Chronique des sentiments, livre 1, histoire de base. Livre 1, histoire de base. Il faut vraiment être gonflé pour appeler ça livre 1, histoire de base. Alors, Alexander Klug, moi je le connaissais depuis qu'était sorti un livre, c'était au théâtre typographique, c'était Cinéma du présent. Alors, Alexander Klug, c'est qui? Au départ, c'est un cinéaste, en tout cas, c'est comme ça, au départ, qu'il a été connu. Alors, moi, je ne le connaissais pas du tout comme cinéaste. Il a eu apparemment quelques prix à Venise, à Berlin, etc. C'est quelqu'un d'assez reconnu. Dans le registre, entre guillemets, du cinéma documentaire, parce que après avoir lu Cinéma du présent, j'ai été voir ces films. C'est effectivement du cinéma documentaire, mais c'est du cinéma documentaire très 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 particulier. Donc voilà, il a été connu comme ça. Et puis il a quasiment arrêté le cinéma pour se consacrer uniquement à l'écriture. Alors c'est quoi Chronique des sentiments? Ça c'est très 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 complexe à expliquer. En fait, quand on prend le livre, on est face à des très courtes séquences qui font entre une, comme ici par exemple, ou une, deux, trois, maximum 10 pages, qui se succèdent l'une l'autre, avec à chaque fois un titre, qui sont rassemblés sous des appellations plus génériques. En général, il y a, je pense qu'il y a combien de parties dans le livre? Il y a plus ou moins... Ouais, il y a 7 parties dans le livre qui sont à chaque fois donc découpées en plusieurs segments. Il y en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Alors, à chaque fois qu'on commence un fragment, pas un fragment, un segment, parce que ça je pense qu'il y tient, c'est pas du fragment, parce que le fragment, ça rappelle un petit peu l'utilisation romantique du fragment à l'allemande, à la Schlegel, etc. On n'est pas du tout dans cette logique-là, même si ça en découle un petit peu. Quand on commence à lire un segment de Klug, c'est extrêmement factuel. Donc ça raconte une histoire, où on prend une histoire en plein milieu, donc il y a une narration, mais qui est extrêmement factuelle, donc ça demande une très grande concentration quand on passe de l'un à l'autre, puisqu'on a finalement presque une mini-nouvelle ou un mini-roman en 1 page ou en 2 pages. Et donc on a au début du livre l'impression de passer du coq à l'âne, vraiment ça. Si on fait l'effort d'aller plus loin et de lire plus qu'en rythmant, je lis un fragment, puis le lendemain j'en lis un autre, et ainsi de suite. Si on fait l'effort de lire une plus grande portée sur une journée ou sur 2 journées, on se rend compte qu'il y a quelques thématiques qui reviennent, quelques points d'ancrage. Et dans ces points d'ancrage, petit à petit, on voit des obsessions, comme il est allemand, il ne se refait pas, l'Allemagne de l'après-guerre, que faire, est-ce qu'on peut, c'est la question d'Adorno, c'est la question de tous les écrivains allemands, ou Jirgel aussi, c'est des choses qui le questionnent, c'est est-ce qu'on peut écrire, quel est notre rôle en tant qu'Allemand quand on écrit après le traumatisme de 40-45, c'est quelque chose qui essaime dans toute la littérature allemande d'après-guerre. Stalingrad, qui est très très important pour beaucoup d'Allemands. Donc ça, ce sont toutes des questions qui reviennent et par lesquelles il essaye de véritablement transformer le réel. C'est très particulier. C'est quelqu'un dont il est très très difficile de parler parce que c'est vraiment une littérature qui, je trouve, change véritablement notre manière d'aborder la chose écrite, même notre manière d'aborder l'histoire. Son objectif, c'est pas uniquement descriptif, alors que c'est descriptif. Ce qu'il fait, c'est presque purement et simplement de la description. Il y a quelques fois, de temps en temps, où on a une phrase peut-être plus
plus introspective, peut-être plus de retour sur les choses dont il parle, mais majoritairement, on est vraiment dans quelque chose d'ultra factuel. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Par exemple, tout le passage sur la bataille de Stalingrad, ça pourrait être lu comme une description historique par le menu de la bataille de Stalingrad. Mais par magie, je dirais, il y a d'autres choses qui se jouent. C'est pas que de la description, mais c'est par la description essayer de changer fondamentalement notre regard sur les choses qu'il décrit, et cela avec un minimum de moyens. Alors je ne sais pas combien de tomes il y aura, mais en tout cas, moi je considère vraiment Alexander Klug comme, et déjà depuis Cinéma du présent, comme si vous deviez lire un livre cette année, je pense que c'est vraiment celui-là qu'il faut lire. C'est un chef-d'œuvre absolu. Je dirais ça de tous, hein, ne t'inquiète pas, donc ça ils achètent à donf. Mais c'est quand même le but, quoi. Mais voilà. Déjà, bon, il y a une chose qui ne trompe pas. POL fait très peu de traductions. Que POL, alors même s'ils ont plein de fric avec le Carrère, etc., ça n'excuse rien. Que POL se rassemble pour éditer ce machin-là et ils promettent en plus de le suivre. Je pense qu'il y en aura 5 en tout. Je pense que si un éditeur met autant d'argent dans un truc qui à la base est invendable, ça veut justement dire qu'il faut le vendre et l'acheter. Voilà. Ensuite, allez, peut-être Hansen Jan, oui, ça c'est. Alors ça c'est, il n'y a rien à faire. Je les vois tous là, je les adore tous. C'est tous des chefs-d'œuvre. Il faut tous les acheter. Mais il y en a un qui moi me suit depuis longtemps. C'est vraiment ce mastodonte. Donc Hansen Jan. Alors Hansen Jan, donc Fleuve sans rive, un livre qui porte particulièrement bien son nom. Fleuve sans rive, donc c'est ça. Voilà. Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est tout simplement. Alors, en littérature allemande, on vous a sorti Musil, on vous a sorti. Quel autre nom encore, Jirgel, même Klug. Enfin, il y a des noms colossaux comme ça dans la littérature allemande, principalement Musil, effectivement, qui occulte presque tout le reste. Mais moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'était pas Hansen Jan qui occultait Musil. Même si Musil, c'est quand même. Maintenant, plutôt... il est reconnu quand même comme Jan. une borne incontournable quoi, de la littérature allemande. Ouais, mais si, en tout cas, c'est incontournable, mais en librairie, en tout cas, la demande qui vient, c'est Musil. Jan, il est pas du tout connu, quoi. On est vraiment, quand on parle de grands chefs-d'œuvre de la littérature allemande de la seconde moitié du XXe siècle, c'est Musil qui sort, c'est Döblin, ouais, c'est ça, lui, mais les grands, c'est ça, c'est Döblin, Hansen Jan. Clairement. Il y en a un autre aussi, hein. Il y en a un autre, non, il y aura Van Doderer aussi, qui est aussi un peu la classe. Mais Jan, c'est vraiment... alors c'est peut-être parce que j'ai lu Musil bien avant, et que Musil, comme il a été connu bien avant, a peut-être aussi essaimé dans l'imaginaire collectif comme un écrivain un peu monstre, comme ça, un peu tutélaire. Mais je trouve personnellement Jan beaucoup plus original que Musil, même si je sais que c'est presque faire lèse-majesté que de dire ça. Alors, c'est quoi ce machin? Alors, en fait, le navire de bois peut presque enfin non, pas presque se vendre, tu vois, je suis déjà vraiment dans la vente, quoi. Peut presque s'acheter seul, quoi qu'il vaut mieux acheter les 3 autres, je sens ton regard. Alors, dans le navire de bois, de quoi il s'agit? Eh bien, on a un jeune homme qui s'appelle Gustav Agnas Horn, qui va prendre un bateau dont la particularité, comme le titre l'indique, est d'être totalement fait en bois. Donc il n'y a pas de métal du tout dedans. Voilà. Alors je vais en dire le minimum, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment un livre, c'est un livre à mystère, c'est un livre à tiroir, en tout cas celui-ci. Il y a une mystérieuse cargaison, il y a une histoire d'amour. Il y a un personnage qui est embarqué sur le bateau qui ne devrait pas y être, qui est embarqué secrètement. Et donc tout ça va se mêler dans une histoire qui est très du registre du conte ou de la fable,
assez complexe, en tout cas pas complexe à lire, mais complexe à une fable, un conte assez complexe, donc avec plein de mystères qui sont tissés dans ce court livre. Et ensuite de ça, donc on a une histoire, qu'est-ce qui va se passer sur ce bateau, et puis après, je ne sais plus combien d'années après, on va reprendre, on va être replongé dans les cahiers de Gustav Agnäs Horn, c'est-à-dire que c'est le héros du premier livre dont on va découvrir les cahiers, je pense 20 ou 30 ans après, alors qu'il est exilé, volontaire, dans le nord de l'Allemagne, ou je pense même en Scandinavie, je ne sais plus très bien. Alors, en fait, pour schématiser, dans le premier livre, on va poser toute une suite de mystères, toute une suite de questions. On va, égrener finalement plein de questionnements, plein de mystères. Et dans les deux autres tomes, et là je schématise vraiment très fort, on va quelque part nous donner les résolutions de ces mystères. Donc c'est un peu le principe sur lequel ça fonctionne. Alors, ça c'est... Je veux dire, ça pourrait être connu. En quoi c'est vraiment important? Je vais donner simplement un exemple. On voit germer petit à petit, par exemple, dans le domaine de l'écologie actuelle ou dans le domaine de la philosophie actuelle, que ce soit aux États-Unis ou en France, des questions, par exemple, sur l'antispécisme. C'est un truc qui est un peu à la mode maintenant. Donc, on devrait être au même niveau que les chevaux, que les ours, etc. Il n'y a pas de raison objective à supposer que l'être humain soit une espèce supérieure qui pourrait dicter sa loi à toutes les autres espèces animales. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Hansen Jan, mais comme précurseur. Ça, c'est quand vous lisez ça, quand vous lisez ça et quand vous voyez l'état des questions qui sont posées au niveau écologique actuel, vous voyez à quel point ce gars-là était en avance sur son temps et est encore actuellement en avance sur toutes ces questions-là. La question, tout ce qui l'intéresse, c'est la question de la morale. Et pour lui, la question de la morale, la question de l'éthique ne peut pas être vue uniquement par le point de vue de l'humain. Ça ne veut pas dire que... ça aussi c'est un peu à la mode maintenant, hein. On dit la raison, enfin depuis Nietzsche, la raison n'est plus la seule à devoir gouverner l'agir humain, il faut également la folie, il faut également laisser le corps parler, etc. Ça oui, bien sûr, il le trouve dedans, mais également il trouve que dans les plantes, on doit pouvoir trouver des raisons d'agir. Dans le climat, on doit pouvoir trouver des raisons d'agir. Donc c'est une espèce de maelstrom écologique avant le nom, avant maintenant, qui est tout simplement toujours étrange et toujours formateur. Également aussi quelque chose qui le mène depuis le navire de bois, puisque qu'est-ce que cette cargaison mystérieuse? Il y a un moment où on se demande, est-ce que ce ne serait pas des cercueils? Je ne dis pas trop en le disant. C'est un des livres les plus essentiels sur la mort que l'on puisse trouver. C'est toute la question du livre, c'est la mort. Qu'est-ce que mourir? Pourquoi est-ce que ça nous confronte? Qu'est-ce que ça veut dire de mourir? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un corps mort? Qu'est-ce qu'on fait avec un corps mort? La question, par exemple, de la disparition, non pas de l'âme, non pas de la raison quand on est mort, mais la question de la disparition du mort en tant que tel. Qu'est-ce que faire de ce corps qui est là, où il n'y a plus d'âme, où il n'y a plus d'âme entre guillemets, où il n'y a plus de raison, qui n'est plus capable d'agir? Qu'est-ce que moi, en tant qu'être humain, je peux faire d'un corps qui est là et qui est mort? C'est quelque chose qui domine dans tout livre, avec des pages qui sont... Franchement, quand on lit ce livre, on a presque envie d'être mort. Pour quelqu'un qui l'a lu, à mon avis, il y a quelque chose d'un peu juste. Même si je suis un peu extrême peut-être. Tout petit peu. Voilà. Hansen Jan. Alors, je suis très allemand en fait, j'en remarque aussi. Un autre allemand, alors Emito von Loderer, Les démons.
Alors là aussi, c'est un grand, pas dire inconnu, mais un grand méconnu des lettres allemandes. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'en plus d'être allemand, enfin de langue allemande, c'est qu'il est autrichien. Et que, eh bien, bon, il a eu une position, comme beaucoup d'Autrichiens, hein, par rapport au nazisme, enfin par rapport au fascisme, qui était un petit peu chaude, on va dire. C'est-à-dire qu'il s'est quand même fait un petit peu embrigader dans les positions fascistes de l'époque en Autriche. Et donc je pense que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on le connaît moins. Il a d'autres livres qui ne sont pas encore traduits. D'ailleurs, il a été, je pense, comme pas mal d'Autrichiens après la Seconde Guerre mondiale, il a été interdit d'écriture, interdit de publication pendant de très nombreuses années. Alors, de quoi il s'agit dans Les Démons? En fait, on va prendre c'est un peu comme dans Browning, il y a un point très précis, un point d'ancrage très précis, qui sont, alors les dates compliquées, je pense que c'est en 1926, je ne suis plus tout à fait sûr. Tout se déroule pendant 2 journées à Vienne, pendant lesquelles va avoir lieu une révolte, une forme de mini-révolution à Vienne. Et donc c'est vraiment pendant ces 3 journées-là, avec des événements assez... je pense qu'il y avait là aussi c'était un procès qui s'est très mal passé, un procès comment dire, de personnes qui s'étaient fait prendre pendant une émeute et donc qui avaient été condamnées, toute une foule qui s'était organisée pour se révolter contre le jugement qui avait été fait contre ces personnes-là. Et puis suite à ça, il y a eu toute une mini-révolution qui a fait d'ailleurs quelques morts à l'époque. Voilà, donc ça c'est les 2 journées autour desquelles ça se situe. Et alors, autour de ces 2 journées, il va tisser tout un roman avec presque 200 protagonistes. Donc c'est vraiment un roman qu'on pourrait appeler choral. Un peu, si on voulait rester classique, en tout cas, ce serait un roman choral. Donc on va parler d'un notable, on va avoir un personnage qui est un ouvrier, on va avoir une toute jeune fille, on va avoir un enfant, on va avoir l'oncle de cet enfant, on va avoir une jeune femme qui est la femme d'un colonel, d'après mes souvenirs, qui est manchote, qui on va avoir d'autres. Enfin voilà, on a plein de personnages, énormément de personnages, et on va passer de l'un à l'autre, parfois sans dire au lecteur que l'on passe de l'un à l'autre. C'est une lecture qui demande quand même une certaine concentration, on peut le dire comme ça. Alors, la grande force de Emito von Noderer, et ce qui fait que ce n'est pas un roman choral comme on a l'habitude d'en lire, ou un film choral comme on a l'habitude de le voir au cinéma, c'est qu'il est d'une précision absolument diabolique. Quand je dis précis, c'est vraiment précis. C'est-à-dire qu'il va vous détailler, pendant qu'il vous détaille un fait, par l'entremise d'un de ses personnages, un autre personnage va également collaborer à ce même fait. Mais donc, ils vont se croiser, par exemple, dans la ville. Au moment où ils se croisent dans la ville, l'un va peut-être faire un geste, je sais pas, il va jeter quelque chose par terre, une 50aine ou une 100aine de pages plus loin, on va retrouver ce même geste, mais fait, mais vu par l'entremise d'une autre personne. Mais cette personne aura peut-être été vue par une autre personne aussi. Et donc on va le retrouver soit avant, soit après dans le même livre. Et donc on va avoir s'entrechoquer comme ça tous les points de vue, mais de manière extraordinairement travaillée. C'est également extrêmement travaillé sur le timing aussi. J'ai un ami qui est absolument fanatique des démons. Quand je dis fanatique, c'est un vrai cinglé. Il était jusqu'à aller à Vienne pour repérer les temps de passage à pied de certaines rues. Et je peux vous assurer que ça colle. Et donc, il était connu pour ça, pour travailler de manière extraordinairement précise son intrigue. Donc, c'est quelque chose de très... de parfaitement huilé. Et alors... Et c'est aussi ça qui nous occupe, c'est extrêmement... Cette manière de huiler parfaitement l'intrigue, on le retrouve dans la langue. C'est une langue... Alors j'ai parlé à des traducteurs qui ont travaillé sur Emito von Noderer.
un mot ne peut pas être remplacé par un autre, quoi. C'est vraiment le mot, il est là, il est juste. Ces manuscrits, par exemple, c'est des mots barrés 10 fois, et c'est, il travaillait sa phrase, mais au détail près. C'est absolument monstrueux. Alors, de quoi ça traite aussi, ben, comme le nom l'indique, c'est les démons. Alors, ça peut sembler quelque chose d'un peu dangereux, hein, d'en parler comme ça. Il y a eu tout un faux procès qui a été fait autour de ce livre, qui a été vu comme une forme de justification par Emito von Loderer des postures qu'il a tenues pendant la période fasciste. Ce qu'il essaye de faire dans ce livre, c'est pas du tout de se justifier ou de dire que voilà, moi j'ai eu raison d'épouser les thèses fascistes, etc. C'est pas du tout ça. Ça, je pense que c'est une lecture qui est déjà extrêmement dirigée, qui est déjà habillée de nos propres préjugés. Par contre, ce qu'il essaie de montrer, c'est qu'effectivement, cette époque, ce Vienne de cette époque-là, était pétri de nuances, et qu'il faut voir, il faut pouvoir goûter toutes ces nuances pour véritablement pouvoir approcher la réalité dans son ensemble. D'où le découpage en plein de personnages de manière extrêmement précise, etc. Et c'est uniquement en pouvant apprécier véritablement un contexte historique, mais avec toutes ces nuances, avec toutes ces variantes, qu'on peut approcher cette période-là. Alors c'est pas du tout une excuse. Déjà, même si on pouvait le lire comme une excuse, rien que la qualité formelle de la chose, simplement formelle, permet en fait un tout grand chef-d'œuvre. Voilà. Qu'est-ce qui me reste? Ah, Histoire parallèle de Peter Nadash. Je ne sais pas qui a déjà lu Nadash. Non? Ah, quand même. Alors, 25 ans d'écriture, ce truc. Alors, Histoire parallèle, irrésumable. Alors déjà, les autres, j'ai peut-être un peu bafouillé parce que c'est pas toujours très facile à résumer. Mais alors, Histoire parallèle, ça c'est totalement irrésumable. Je peux simplement donner le point de départ. Là aussi, c'est presque un titre programme, en fait. Histoire parallèle, c'est une forme de tentative complètement réussie de montrer que rien ne peut se croiser, de montrer que la rencontre est impossible. Ça, c'est le point de départ de Nadash. C'est un point de départ assez sombre, je l'admets, mais il le fait extrêmement bien. Pour donner deux exemples qu'il utilise, c'est tout se déroule à Budapest. Alors, Budapest, je ne sais pas si vous avez déjà été, mais vous avez vraiment un côté Buda et un côté Pest, hein, séparés par ce magnifique fleuve. Et donc, c'est un peu le livre est écrit suivant ce modèle-là, c'est-à-dire qu'on a l'idée d'une ville qui forme une ville. Hein, Budapest, c'est vraiment une ville, mais qui ne se rencontre jamais réellement, en fait. Il y a d'un côté Buda, il y a d'un côté Pest. Et si vous avez déjà été à Budapest, vous sentez vraiment ça. C'est-à-dire que vous avez le côté Pest, vous avez le côté Buda. C'est encore pire que rive gauche, rive droite, quoi. Enfin, maintenant, c'est de moins en moins, quelque part. Enfin, non, de plus en plus, plutôt. Donc, c'est... on est vraiment dans cette idée, voilà, ça forme une ville, mais quelque part qui ne se rencontre pas. Et même les ponts, hein, parce qu'il y a toujours des... Dans ce livre, vous avez toujours des ponts entre les gens, entre un côté d'une ville et une autre, voilà, il y a une forme d'imagerie du pont qui est prédominante dans tout livre, mais les ponts ne fonctionnent jamais. Il y a toujours quelque chose qui fait que les ponts ne fonctionnent pas. C'est très très marquant. Un autre exemple qui est là, est beaucoup plus chaud boulette, qu'il utilise dans ce livre, c'est la sexualité. C'est-à-dire que la sexualité, Peter Nadash s'amuse à montrer en quoi la sexualité est le contraire de la rencontre de l'autre. Il dit, voilà, c'est la manière dont pour pouvoir se rencontrer vraiment dans un couple amoureux, qui soit hétérosexuel ou homosexuel, il y a beaucoup de relations homosexuelles dans le livre, eh bien, c'est la rencontre sexuelle. Et bien, il montre que non. Alors, il utilise pour ça une écriture qui est extrêmement belle, extrêmement particulière, mais qui va montrer que finalement, par exemple, un acte de pénétration, il y en a un paquet dans le livre,
eh bien, il va les envisager sous le registre de la friction, par exemple. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la friction, mais jamais dans la rencontre. Il n'y a jamais rien qui s'échoue. Par exemple, tous les liquides qui s'échangent dans ce livre, ils sont tous perdus. Donc la seule manière de pouvoir créer dans une rencontre, entre guillemets pour lui, parce qu'il n'y en a pas, de pouvoir créer une conséquence à cela, eh ben, ça échoue toujours. Il y a toujours ça échoue. La rencontre échoue. C'est vraiment un livre qui est vachement désespérant, donc il faut plutôt avoir la pêche, il ne faut pas qu'il pleuve pour le lire, mais c'est un livre d'une beauté absolue. Il y a par exemple un passage qui est sublime sur un gars qui fabrique des billes de chemin de fer, quoi. C'est juste génial. La bille de chemin de fer, c'est ce qui est censé relier les deux rails pour faire qu'on puisse aller droit avec un train, et il se plante toujours, quoi. Enfin, ça foire toujours, il y a toujours un moment où ça foire. Enfin, c'est vraiment un livre absolument merveilleux, mais très triste. Et alors, eh ben, il m'en reste un. Alors ça, si lui l'a lu, Talia Field, Sophie, non? Non? Ah, ça c'est mon petit inconnu. Alors Talia Field, c'est, à mon sens, une des auteurs les plus importantes actuellement. C'est une américaine. Alors quand vous voyez par exemple aux États-Unis des livres de ce qu'on appelle la non-fiction qui sont publiés, vous avez pour assurer la qualité critique de la chose, vous avez sur les quatrièmes des commentaires en général. Ça peut être Jim Shepard, ça peut être d'Agatha bien sûr, ou alors Talia Field. C'est vraiment quelqu'un qui est devenu un peu une sorte de caution comme ça de la non-fiction aux États-Unis. Alors qu'elle a écrit 4 livres actuellement, elle a 55 ans je pense, 55, ouais, c'est ça, dont un livre qu'elle a écrit à 4 mains, et c'est un livre c'est un essai sur Dubuffet. Donc voilà, 3 œuvres de fiction. Alors, je vais pas vous parler de celui-ci, enfin c'est le seul qui existe en français actuellement, mais je vais vous parler L'amateur d'oiseaux côté jardin. C'est chez aux Presses du Réel, c'est une collection qui s'appelle Motion Method Memory, qui est une collection d'Abigail Lang, qui fait un super travail avec des textes notamment de David Antin, il y en a plusieurs de David Antin, il y a celui-là, et il y a également toute une collection qui est fabuleuse de Double Change, qui est une collection de un double coffret CD pour découvrir la poésie contemporaine américaine, qui est vraiment fabuleuse pour découvrir la poésie américaine contemporaine, ça vaut vraiment la peine. Donc il y a ce titre-là. Alors, je ne vais pas pour parler de celui-là, je vais vous parler d'un autre livre qui n'est pas traduit en français. Vous comprendrez pourquoi après. Je ne l'ai pas ici, il est là-bas, mais c'est pas grave. Alors, donc c'est on va dire un recueil d'essais, un recueil de textes. On n'est pas vraiment dans l'essai, on n'est pas dans la poésie, on n'est pas dans la fiction, on n'est pas dans le roman. Et dans un autre recueil, donc c'était son deuxième recueil, figure une histoire. Donc l'histoire fait plus ou moins une vingtaine de pages. Et dès le départ, elle dit au lecteur « Je vais réfléchir à mon nom ». Alors son nom, c'est Talia Field. Au fur et à mesure où vous lisez, vous avez des images qu'elle appelle. Vous comprenez vite qu'à un moment, elle va parler d'une indienne. Alors, si vous connaissez un peu l'histoire américaine, ou si vous êtes américain, vous comprenez que cette indienne, elle est très très connue aux États-Unis. Enfin, c'est pas vraiment une indienne en fait, justement, c'est la question. Elle est très connue aux États-Unis, c'était une jeune enfant. Vous avez déjà certainement vu ça, il y a eu plein de films autour de ce fait-là. C'est une jeune femme qui avait été, une jeune fille pardon, qui avait été kidnappée par les Indiens au milieu du 19e siècle, et qui avait passé le reste de sa vie avec les Indiens, qui avait eu des enfants, qui s'était marié avec les Indiens, et puis qui avait été, entre guillemets, libéré par les bons, quoi, les cow-boys. Et donc, elle est devenue comme une sorte d'image de libération du peuple
des États-Unis en fait. C'était une sorte d'image du blanc, colonial évidemment, mais qui va libérer son propre membre qui avait été kidnappé par les sales peaux rouges. Et donc actuellement, c'est encore un fait qui est honoré, qui est fêté au travers des États-Unis par plein d'événements. Donc vous voyez ce personnage-là, mais c'est juste des images comme ça qu'on voit germer. Vous voyez aussi que petit à petit, elle va arriver à créer une forme de continuité entre son propre personnage, entre elle. Hein. On est parfois dans le personnage, mais on est parfois aussi, c'est presque de l'autofiction, entre elle et cette indienne. Et puis, enfin, c'est très particulier à saisir. On est vraiment, quand on progresse dans la narration, on est presque, oui, mais avec quoi veut-elle venir? Elle arrive à créer un mystère au travers de son propre nom, au travers de sa recherche de son propre nom, de ce que son propre nom signifie. Et on est presque dans l'enquête policière, quoi. On est vraiment happé par cette question. Elle distille comme ça petit à petit des indices. Et puis à la fin, on a simplement... Alors oui aussi, c'est d'une langue absolument magnifique, hein, parce que c'est pas que formellement inventif. C'est très très inventif puisqu'on a des phrases qui sont coupées en plein milieu, on a des mots qui sont jetés dans la page, comme ça on a vraiment un côté formel qui est très très assumé, qui est très travaillé, très sophistiqué, dans le bon sens du terme. Mais souvent, quand on a une sophistication formelle comme ça de la narration, on a l'impression parfois que ça pêche dans le style, pour le dire crûment, c'est-à-dire que la phrase est moins travaillée, elle est moins belle, quoi, tout simplement. Ici, c'est vraiment très 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 beau. Et donc jusqu'à la fin, on a cette enquête où on comprend de plus en plus, on se dit ah oui, c'est impressionnant. Et vous avez un ensemble de coordonnées qui est donné, donc des coordonnées géographiques. Et quand vous allez sur ces coordonnées géographiques, vous tombez sur un endroit qui s'appelle Thalia, dont le nom de son prénom, qui est un champ, Field, Thalia Field. Et ce lieu, c'est un endroit où se déroule chaque année aux États-Unis un festival qui rend hommage à cette jeune indienne libérée. Et donc petit à petit, comme ça, vous êtes passé en utilisant tous les moyens possibles jusqu'à des coordonnées géographiques. Elle traite un problème de manière absolument parfaite. Alors c'est pour ça que j'ai parlé d'un livre qui n'est pas dans celui-ci, c'est parce que vraiment ça fait partie de l'intérêt du livre, c'est de rien dévoiler du tout de ce qu'elle dit au départ. Pour moi, c'est typiquement le livre, c'est pour ça que je voulais terminer là-dessus, c'est le livre du libraire, ça. C'est un livre, vous devez aller chez votre libraire, il vous dit, tu prends ça, tu la fermes, tu le lis, et puis c'est tout. Il n'y a rien à dire en fait, parce que dire quoi que ce soit de ce livre, c'est en déflorer un des grands principes de la lecture. C'est pas que je suis contre le spoiler, ouais, mais bon, c'est vraiment un livre étonnant. Et on est complètement perdu. Hein. Et même si on a lu toutes les œuvres de Thalia Field, je peux vous assurer, vous en lisez une nouvelle, vous êtes perdu aussi. Il n'y a aucun repère. C'est absolument génial. Mais à la fin, vous avez tout compris. C'est comme du Loban de Tounès, quoi. Vous ne comprenez rien, et puis à la fin, entre guillemets, mais à la fin, vous avez compris l'intrigue. C'est un miracle, quoi. C'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à acheter. Hein. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir.